Bonjour, bienvenue à cette conférence avec Daniel Kemp. Le privilège de l'intervieweur, c'est un peu d'orienter le thème de la conférence. Pour moi, ce que j'aimerais te poser comme question, ce que je vais te poser comme question, c'est sur la bilocation de conscience, le phénomène de la bilocation de conscience, dans un contexte terrestre, galactique, puis éventuellement extragalactique aussi. Puis le problème d'efficacité et d'efficience que peut poser une bilocation de conscience dans un contexte terrestre. Dans une conversation antérieure qui a eu lieu entre toi et moi, tu mentionnais que l'espace-temps de la création pouvait être perçu selon deux modes. C'est-à-dire que la distance de la création occupe un espace-temps beaucoup plus court que le temps expérientiel de la création. Pour pouvoir avoir une double perception de cette phénoménologie-là d'espace-temps, il faut avoir un phénomène de bilocation de conscience. Est-ce que c'est exact? Oui. Pour toi, la bilocation de conscience existe-t-elle aussi dans un contexte terrestre pour quelqu'un, par exemple, qui est polarisé émotivement et mentalement? Est-ce qu'une personne vit une bilocation de conscience? Oui. Pour un peu situer cette notion-là, pour la triturer un peu dans ce contexte-là, il y a quand même des types de phénomènes auxquels on assiste, des phénomènes qu'on pourrait qualifier d'anormaux. C'est un continuum, on pourrait parler de l'amnésique, du drogué, du schizophrène, puis de l'antenne supramentale, qui sont des cas anormaux. Pourrais-tu traiter ces types-là de phénomènes de conscience sous l'angle de la bilocation de conscience? Est-ce que ça en est ou ça n'en est pas, et en quoi ça diffère? Bien, évidemment, là, c'est plusieurs questions. L'amnésique n'est pas en bilocation de conscience. L'amnésique peut subir une trituration cérébrale par manque de fonctionnalité au niveau des capsules synaptiques neuroniques. C'est-à-dire que le cerveau conduit mal les informations, donc il ne peut pas, l'âme, l'ego ne peut pas avoir accès à l'information mémorielle par réflexion, parce qu'on sait qu'un ego ou un âme n'a pas accès à de la mémoire s'il n'est pas exprimé dans une image énergétique, une image électromagnétique qu'on appelle une pensée. La pensée, elle naît exclusivement en fonction d'un cerveau et selon la qualité qu'a le cerveau de reproduire par réflexion l'image ou le phénomène mémoriel qui provient de l'âme. Alors, il y a des amnésiques qui sont amnésiques cérébralement. Il y a des amnésiques qui sont amnésiques simplement parce qu'il y a trop de substances chimiques au niveau de l'hippocampe, du cervelet, du bulbe rachidien, etc., qui vient nuire, qui vient colorer la conductibilité neuronique et vient donc perturber l'image, ce qui fait que l'amnésique se rappelle des choses, mais ce qu'il se rappelle n'est pas nécessairement en corrélation avec ce que les autres se rappellent, c'est-à-dire que sa mémoire est donc faussée, différemment de celui qui n'a pas de mémoire ou qui ne se rappelle pas. Après ça, on a l'amnésique astrale, celui qui se voit coupé de son canal réincarnationnel et qui n'a pas un ajusteur de pensée suffisamment opérationnel ou suffisamment contrôlé. Cette amnésique astrale est une amnésique énergétique, c'est-à-dire que lentement, il va voir le feu intérieur s'oublier. Lentement, l'ego meurt, l'âme se dissout. L'individu continue à vivre. Les premières prémices, les premiers morceaux de l'âme vont rester. C'est celles-là qui vont être détruites en dernier. Ce qui fait que lentement, notre individu va oublier le présent. Il va oublier de plus en plus de choses. Il va se rappeler le passé. À un moment donné, il va retrouver les vieilles trames du passé. Donc, il pourra se rappeler il y a 20 ans, 30 ans ou son enfance. Et à un moment donné, il pourra être quelqu'un qu'on ne reconnaît pas. Pourquoi? Parce qu'il se rappelle simplement ce qu'il a vécu dans d'autres vies, mais il n'a pas la conscience de sa mémoire, donc il n'a pas la conscience de savoir ce qu'il fait, ce qui fait qu'il ne peut pas dire qu'il se rappelle d'une autre vie. Il ne sait même pas qu'il est là. Une forme d'amnésie astrale par étranglement du canal réincarnationnel, ce qui fait que l'ego s'oublie lui-même, donc il y a une amnésie. Et puis il n'y a rien à exprimer dans le cerveau, même si le cerveau est encore correct du point de vue de la réflexion. Après ça, on a une autre forme d'amnésie qui est celle de l'anégoïsation, qui est une forme d'amnésie qui est similaire à l'étouffement astral, sauf que cette anégoïsation-là, ce n'est pas parce que l'ego à l'intérieur lentement devient une espèce de crème qui a une seule consistance, une seule couleur, une seule saveur, mais c'est parce que toute l'énergie astralo-égoïque a été projetée dans le corps vital, et lorsque le corps vital planétaire n'est plus capable de contenir, lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'atomes constituant le corps physique d'un humain pour maintenir la quantité d'énergie intra-atomique dans la structure même du corps, cette énergie est propulsée dans le monde morontiel, le plan entre la vie et la mort. Et cette énergie va créer le double conforme de ce qui, chez l'humain, est le plus avancé, le plus évolué, c'est-à-dire que le double éthérique va être la réplique
planétaire exacte, ce n'est pas la réplique exacte, ce n'est pas une exactitude absolue, va être la réplique planétaire exacte de ce que c'est l'esprit. Lorsque l'esprit touche le corps physique de l'homme, il est réfléchi par le corps de l'homme lorsque le corps de l'homme devient un miroir supramental, et réfléchi, cet onde est réfracté ou est simplement réfléchi dans le plan morontiel avec la coloration qui est déterminée par ce qui le réfléchit, donc par la pureté de l'homme, par la pureté de l'âme. Cette amnésie va engendrer une amnésie planétaire, c'est-à-dire que notre humain ne sera plus capable de se rappeler qui il est. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'est plus ce qu'il devrait se rappeler. Et là, il y a une nuance intéressante à faire. Si je ne me rappelle pas qui j'ai été, c'est parce que je n'ai jamais été cela. Ce qui a été n'est plus. Le meuble ne se rappelle pas qu'il a été un arbre, il se rappelle qu'il a été dans telle ou telle pièce. Bon, il ne peut pas se rappeler qu'il a été un arbre parce qu'il a été transformé totalement, il a été alchimisé, muté, et il n'est plus, donc le meuble n'a jamais été un arbre. Dans la mémoire du visuel de l'homme, dans la mémoire historique de l'homme, l'homme peut prétendre qu'un meuble a déjà été un arbre. La preuve qu'un meuble n'a jamais été un arbre, c'est que tu ne peux pas faire un arbre avec un meuble. Bon. L'être humain qui vit cette anégoïsation voit donc une transformation totale, une mutation énergétique et nécessairement psychologique, vu que la psychologie est supportée par l'énergie, donc une mutation énergétique, transformer totalement sa structure de mémoire, c'est-à-dire que de l'être mémoriel qu'il est, de la créature du temps qu'il est, parce que l'homme est exclusivement une créature du temps, de la créature du temps qu'il est, il devient maintenant une créature de l'instantané. Il n'est plus une création de la mémoire, il est une création, le terme création est relativement inexact, il est une prolifération, il est une expression de l'instantané qui, du point de vue de l'instantané, a toujours été. Même si actuellement dans l'instantané qui t'habite, ce n'est pas, quand tu deviendras instantané, ça l'aura toujours été. Alors, il n'y a donc pas de temps. C'est pour cela que du point de vue d'un ajustement entre la mémoire et l'instantané, je peux dire que tout est déjà accompli. Malgré que dans l'instantané, c'est faux, malgré que dans l'instantané, ce sera vrai, et malgré que dans l'actuel présent, donc dans le monde de la mémoire, c'est potentiellement vrai. Alors, avec une fusion, donc une bilocation fusionnelle entre l'instantané et la mémorielle, parce que la bilocation, c'est exclusivement une conscience qui a la capacité de connaître la mémoire et de connaître l'instantané. Si on parle du Dieu, si on ne parle pas des pieds de Dieu avec les orteils qui sont les dieux que l'on connaît, Yahvé, Allah, etc., si on parle de la tête d'un Dieu, d'une intentionnalité qui n'est pas définissable dans le monde, avec des exemples, avec des parallèles dans le monde de notre planète, dans le monde de l'actualité, parce que dans notre monde, tout ne peut être représenté, si on a un peu d'intelligence, que par une vision mécanique. Il n'y a pas de place pour de l'intentionnalité, c'est-à-dire que pour expliquer tout ce qui arrive dans le contexte de notre planète Terre, on n'a pas besoin de la théorie de l'intention. Seule la mécanique seule peut tout expliquer. À l'extérieur du contexte mécanique de notre planète Terre, on pourrait envisager le potentiel d'une intentionnalité, c'est-à-dire d'un phénomène qui n'est pas réactionnaire, mais qui est actionnaire, et qui est individuellement actionnaire et qui peut vivre du point de vue de l'homme, qui peut vivre en collaboration avec d'autres phénomènes intentionnels, mais du point de vue du phénomène intentionnel, on parle donc encore une fois de bilocation de point de vue, du point de vue de l'homme, il y en a plusieurs, mais ces plusieurs sont intentionnels, ils ne sont pas réactionnels, c'est-à-dire que l'espace-temps de chacun n'influence pas l'espace-temps d'un autre parce qu'il n'y a ni espace ni temps. Du point de vue de l'intentionnalité, du point de vue d'une mécanique de cette deuxième location de conscience, ils sont seuls, ou il est seul. Il est seul, par contre, son instantanéité lui permet d'avoir une vibration, une perception sentimentique qui le met en résonance avec la probabilité instantanée, donc avec une réalité actuelle de la présence de d'autres intentionnalités pures, mais les mondes de ces intentionnalités ne se touchent pas pour la simple raison qu'ils n'ont pas de volume, donc ils n'ont pas de dimension, comme nous les connaissons nous-mêmes. Cela veut dire que ces phénomènes intentionnels ne font pas partie de la création, font partie de l'extra-créationnalité, et ils ont accès à la créationnalité par le biais de l'ajusteur de pensée, qui est la seule forme exprimée dans la création qui relie l'homme, ou qui relie une contingence atomique, une forme énergético-atomique, à de l'extra-créationnalité à l'extérieur même de la création, c'est-à-dire que ce que je dis là est
si on veut préciser précisément, est un petit peu faux. L'ajusteur de pensée est en relation avec le plan d'intentionnalité qui appartient à la création si l'on veut diviser le monde créativé par le phénomène matériel, vital, astral, mental, supramental, bouddhique et divin, divin intentionnel. L'ajusteur de pensée est donc connecté là. Cette intentionnalité est une intentionnalité qui peut nous servir. Lorsque l'être humain a accès à une bilocation, ce n'est pas à cette intentionnalité qu'il a accès. La bilocation de l'homme l'amène à connaître l'instantané. C'est-à-dire que lorsque l'être humain arrive à une bilocation, il n'a pas une conscience supramentale dans la terminologie actuelle de notre planète. Il a une conscience extra-créationnelle reliée à une conscience créationnelle. Donc, sa bilocation l'amène à entrer en contact avec un monde avec aucun monde ou un monde qui n'est pas un monde, avec ce qui est au-delà de la création, et lui est ce qui est dans la création. Le bilocalisé, donc celui qui a une conscience localisée en deux espaces ou en deux endroits, l'espace et endroit étant faux dans la terminologie, mais correct dans le parallélisme, celui qui a donc une bilocation a une conscience extra-créationnelle et une conscience créationnalisée, donc une conscience planétaire. Ce que l'on doit savoir, c'est que l'être humain est dans un contexte. Vendredi, je donnais un exemple et je vais le répéter parce qu'elle est convenable. L'être humain est de l'air. L'être humain est le corps physique de l'homme. Ce que je disais aussi, le cave, c'est-à-dire le corps, l'astral, le vital et l'esprit, le cave, est de l'air. Maintenant, l'être humain, pour arriver à se libérer, doit laisser tomber le cave, il doit conserver l'esprit, c'est-à-dire qu'il doit laisser tomber le corps, le C, l'astral, le A, le vital, le V. Alors, il laisse tomber le cave. Tout l'animal humain, donc finalement, tout ce qu'est l'humain sur la planète Terre, l'animal humain, est exclusivement de l'air. Il y a sur la planète Terre, par rapport à l'air, il y a de l'énergie calorique, de l'énergie thermique, de l'énergie photonique, de l'énergie. Et cette énergie, on peut, en faisant le parallèle, on peut prétendre qu'elle a une fonction, c'est de quitter le plan planétaire, donc elle doit se réchauffer, s'accumuler, s'allier ensemble, se fusionner à elle-même. Quand l'énergie calorifique se fusionne, elle augmente son potentiel calorifique. Et elle doit être amenée dans les hautes couches de la stratosphère pour être rejetée dans l'espace, pour être libérée du plan planétaire. La chaleur elle-même ne peut pas traverser l'atmosphère, elle ne peut pas traverser la matière. Il y a des matières qui sont conductrices de chaleur, ce sont des matières plus évoluées, mais la matière elle-même, par rayonnement, ne peut pas traverser les choses. Alors, la chaleur va réchauffer l'air. Et réchauffant l'air, elle ne traverse pas l'air, elle habite l'air. Et elle ne traverse pas l'air, la preuve, l'air devient chaud, donc l'air l'absorbe. L'air l'ayant absorbé monte. Montant, il monte jusqu'aux hautes couches de la stratosphère. Et lorsqu'il monte, l'air froid vient prendre la place en dessous. C'est l'homme. Toi, tu es de l'air, tu es en train de te réchauffer, tu montes. Quand tu atteins les hautes couches de la stratosphère, la chaleur peut maintenant te quitter. Alors la chaleur est maintenant rayonnée dans le cosmos et l'air redevient froide dans ses couches. Redevenant froide, elle se met à redescendre et là, elle voit l'air chaud qui monte maintenant. Alors elle redescend pour aller reprendre l'énergie, la remonter en haut et elle redescendra. L'air ne peut pas quitter le monde de la Terre. L'air ne peut pas, l'air qui se réchauffe prétend évoluer. Il prétend avoir trouvé le bon Dieu, il prétend avoir trouvé le bon chemin, il prétend tout ce qu'il voudra. Mais il sera nécessairement confiné à un moment donné à perdre son rayonnement, c'est-à-dire qu'il est rendu dans une certaine couche de la stratosphère, la chaleur sera dans son monde, elle pourra quitter l'air, et nécessairement quittant l'air, l'air se refroidit immédiatement. La planète Terre rayonne, dégage énormément de chaleur quotidiennement, comme le Soleil en dégage aussi. Alors, tout le véhicule planétaire de l'homme est un véhicule qui doit permettre à de l'énergie extra-créationnelle de descendre dans ce qu'il y a de plus bas, donc dans la matière. Et une fois qu'il a descendu dans la matière, il va recommencer, ou il va commencer lentement un cheminement volitif, un cheminement d'évolution à travers l'homme. Et l'homme va être capable de maintenir suffisamment d'énergie pour créer un réchauffement, une synergie. Lorsque cette synergie sera suffisamment avancée, on parlera de conscience. Lorsque la conscience sera suffisamment avancée, on parlera de mental. Lorsque le mental sera suffisamment avancé, on parlera de phénomène supramental. J'ai dit que l'énergie supramentale n'était rien si elle n'était pas dans l'homme. Et il y a une grande quantité d'énergie supramentale qui provient de l'homme. Donc l'homme, lorsqu'on dit que l'homme entre en contact avec l'énergie supramentale, l'homme est un grand fabricant de cette énergie. L'homme est en contact avec l'énergie supramentale lorsque l'homme arrive à la rayonner. Maintenant, lorsque l'être humain arrive à ce contact, ce qui va arriver souvent, c'est qu'une grande partie de l'intelligence supramentale va entrer en contact avec l'homme et va normalement siphonner l'énergie supramentale qui est dans l'homme, ce qui fait que l'homme va maintenant redescendre. L'homme redescend parce qu'il vient de perdre sa chaleur. Il a vu,
il a eu une espèce de bilocation extrêmement temporaire et il redescend, il s'écrase avec ses mémoires et ses structures archaïques et archétypées. Il va par la suite recommencer son ascension après quelques années de repos, lorsqu'il aura maudit le territoire qu'il aura réchauffé. Il changera de religion, il changera de chemin, il essaiera une autre région, il ira dans le désert du Sahara, il ira ailleurs. Et là, il se dira, bon, ben, cette chaleur-là, elle va me monter et elle ne me quittera pas. On a déjà vu que l'intelligence supramentale dans le passé avait toujours réglé son problème de la même façon. Elle avait crissé son camp. Elle a abandonné Jean le Baptiste, elle a abandonné le Nazaréen, elle a abandonné Siddhartha Gautama, elle a abandonné un paquet de personnages. L'air, c'est l'homme. Maintenant, il y a une mécanique qui permet à l'air de devenir de la chaleur. Dans la structure atomique, on a les explosions thermonucléaires qui permettent de transformer de la matière en énergie, donc en chaleur. Il y a donc une façon intéressante qui peut permettre à l'homme d'avoir une bilocation sans perdre son corps physique. La bilocation doit persister. Pour que la bilocation soit persistante, il doit y avoir une fusion, c'est-à-dire que l'être humain doit devenir une porte. Le corps physique doit devenir une porte ouverte à l'extra-créationnalité pour permettre à un phénomène totalement instantané de pénétrer la création et de l'instantanéiser. Donc, à un moment donné, la création ne sera plus capable de supporter de la mémoire. Donc, n'étant plus capable de supporter de la mémoire, elle se désintégrera elle-même par des mécanicités que j'ai expliquées aussi lors de cette conférence de vendredi. La bilocation de conscience, c'est l'agression sublime de l'intelligence qui essaie, l'intelligence est un phénomène instantané, qui essaie de triturer de la structure matérielle mémorielle pour parvenir à sauver la matière, c'est-à-dire pour parvenir à se sauver elle-même, c'est-à-dire qu'il y a une guerre entre la mémoire, entre la structure instantanée qui ne peut pas se confiner à n'être rien, et la structure instantanée qui est orchestrée pour être quelque chose. Quand on prend de la structure instantanée et qu'on l'orchestre pour être quelque chose, on en fait une forme. Lorsqu'on en fait une forme, on en fait quelque chose, on en fait de la mémoire. Une structure instantanée est totalement désassujettie de la mémoire, c'est-à-dire qu'une structure instantanée n'est pas une forme, n'est pas formique, n'est pas formable, n'a pas été formée, elle est neutre. Et c'est la problématique de toute cette substance formique qui a été formée par de l'énergie instantanée qui instantanément maintient une forme, donc engendre de la mémoire. Lorsque nous parlons d'évolution, lorsque la chaleur augmente, le bois brûle. Lorsque la chaleur augmente, la matière subit une thermofusion. Lorsque l'évolution se fait, les mémoires de l'homme changent. Lorsque les mémoires de l'homme changent, il y a une immense souffrance, c'est-à-dire qu'il y a un dégagement d'énergie, il y a un dégagement de radiation, il y a un dégagement de radiation thermique, donc de chaleur, de lumière, et il y a éthérification des structures mémorielles. L'éthérification est une mécanique qui n'amène pas nécessairement à la bilocation. L'homme doit se diriger vers la bilocation, sinon l'homme va continuellement être confiné à jouer le jeu de l'air, à monter en chaleur, à disperser sa chaleur et à redescendre en chercher. C'est-à-dire que l'homme devient un chameau, un dromadaire, un âne, qui transporte, c'est un porteur d'énergie, qui transporte simplement de l'eau, ça devient un conducteur, l'animal. Et pour que l'être humain puisse parvenir, ou que l'animal humain parvienne à rester en haut, pour recevoir de la chaleur et la laisser communiquer, il doit nécessairement cesser de l'accumuler. C'est-à-dire qu'il ne doit pas devenir un récipient à énergie, il doit donc devenir un anégoïque total, c'est-à-dire qu'il ne doit plus y avoir de forme chez lui, à part les formes atomiques qui sont les formes corporelles qui, si l'ego disparaît, si l'ego est suffisamment égoïsé, vont un jour totalement disparaître, c'est-à-dire que même le corps physique ne sera plus capable de maintenir une forme. Alors il y aura fusion. Il y a bilocation de conscience entre l'extra-créationnalité, l'instantané, et la création, le mémoriel. Et lorsqu'il y aura fusion entre ces deux mécanicités, c'est-à-dire lorsque la création deviendra créateur, lorsque le créateur deviendra création, lorsqu'il y aura fusion de l'extra-créationnalité de la création, il n'y aura plus possibilité de conserver un corps atomique, donc un corps moléculaire, donc un corps physique, un corps cellulaire. Alors ce corps sera totalement détruit, il sera éthérifié, il deviendra donc de la lumière. Et cette lumière disparaîtra du monde planétaire. Il y aura possibilité pour l'intention. Alors, à ce moment donné, ce qui un jour était un animal humain devient un phénomène intentionnel, donc créateur, capable de s'ajuster à travers une création déjà active. C'est donc une bilocation de conscience, une conscience réactivée, une conscience extra-créationnelle. Et notre corps de lumière est un corps qui n'est plus un corps. Quand l'être bilocalisé, fusionné, a besoin d'un corps, il se sert d'un corps. Lorsqu'il n'en a pas besoin, il ne s'en sert pas. L'amnésie est donc totale à ce niveau, c'est-à-dire que, étant donné qu'il n'y a pas d'identification formique,
il n'y a pas d'identification personnalisée. Par contre, il y a une continuelle conscience qui est régie par l'instantané, qui n'est pas mémorielle et qui persiste tant qu'il y aura de la création, elle persistera dans le phénomène créationnel. C'est exactement comme si l'intelligence, une fois bilocalisée et fusionnée avec un phénomène terrien, crée une base où il y a de l'énergie totalement instantanée en affinité totale avec le mouvement de la création, donc qui ne mémorise pas l'histoire de la création, qui ne devient pas un historien, qui ne conserve pas l'historique du déploiement de la création à partir de la fusion, aller jusqu'au moment où l'intentionnalité va revenir pour se servir de l'énergie. Autrement dit, la bilocation engendre un double éthérique. Le double éthérique est un véhicule séraphique qui permet à l'humain d'être tout à fait désassujetti de l'animal et qui permet à l'humain d'être un dieu, d'être totalement en contact avec l'extra-créationnalité, sauf que dans la mécanique du double éthérique, il n'y a pas d'intentionnalité, il y a une liberté totale de la mécanique planétaire, étant donné que l'humain n'a plus de mémoire, on ne peut plus le karmiser, on ne peut plus le culpabiliser, on ne peut plus le toucher. Mais le double éthérique, bon, je m'ajuste en même temps des questions que tu pourrais poser. Lorsque tu deviens un double éthérique, tu n'as plus de corps physique, tu peux avoir un corps de lumière, tu peux fabriquer un corps de chair si la nécessité est là, mais tu n'es pas attribué à un corps de chair, donc tu n'es plus l'esclave d'un corps de chair, tu le fais et tu l'améliores en fonction de tes nécessités. Par contre, dans le double éthérique, tu es totalement libre, tu peux voyager dans la galaxie, tu peux voyager même entre les galaxies, tu peux voyager à travers l'univers local. En attendant quoi? En n'entendant rien, parce que tu n'auras plus un ego qui sera obligé de passer son temps. Le fusionné, donc celui qui a un corps de lumière, n'est pas assujetti au temps. Il est instantané, c'est-à-dire qu'il vit dans un continuum spatio-temporalisé, mais son ajustement à l'histoire, à l'évolution de la création, est tel qu'il ne peut pas être un historien, donc il n'est pas une créature évolutive, mémoriellement comme on le voit chez l'homme. Il est donc instantané, il est totalement libéré de l'espace-temps du point de vue de sa vibration, du point de vue, on peut dire, de sa vie, mais c'est faux, même s'il n'est pas libéré du contenant spatio-temporel. Il voyage, il travaille, il crée des choses, il est totalement intentionnel, c'est-à-dire qu'il n'est plus réactionnel parce qu'il n'est plus sujet de la mécanique. Il ne peut pas réagir à un stimuli parce qu'il ne le mémorise pas. Mais il est intentionnel, mais pas d'une façon absolue. À un moment donné, l'intelligence qui l'a formé, le phénomène extra-créationnel qui l'a formé, va revenir dans la création par ce canal qui est le double éthérique, donc par toi. Et là, il va te manipuler à venir manipuler la création. Et de ce fait, tu as une intentionnalité qui n'est pas absolue, qui est actuelle. Et lorsque le contact se refait entre l'intelligence supramentale, pas l'intelligence supramentale, mais entre le phénomène extra-créationnel, l'intelligence supramentale, c'est ton double éthérique. Entre l'intelligence supramentale, donc le double éthérique, toi, et le phénomène extra-créationnel, tu redeviens assujetti avec un plaisir qui n'est pas un plaisir astral, n'est pas un plaisir mémoriel, formique, mais avec une gustation vibratoire qui te permet de ne pas souffrir. Non pas par manque de conscience, mais de ne pas souffrir, même si tu ne peux pas connaître un plaisir comme on le connaît aujourd'hui. C'est un plaisir qui, énergétiquement, est tel qu'il n'y a pas un corps physique sur la planète Terre qui a un système biologique, neuronique et atomique suffisamment solide pour pouvoir résister à un tel plaisir. Un être humain qui vivrait ce plaisir éclaterait totalement. La structure atomique de son corps physique ne pourrait même pas supporter l'énergie dégagée. Quand l'humain arrive à une jouissance sexuelle qui dure un millième de seconde, aller à 2 ou 3 secondes pour les très, très, très entraînés, c'est cette jouissance totale, je ne parle pas de la mémoire qui suit la jouissance, je parle de la jouissance totale de l'extase, où l'être humain n'est plus rien que de l'énergie extasiante. Cette énergie, elle est l'équivalent d'une chandelle à côté d'une explosion thermonucléaire. Alors, lorsque l'être humain qui vivrait cette extase et qui pourrait la maintenir 5 minutes, dans la majorité des cas, là on parle de tantristes, l'être humain qui n'a pas un corps physique totalement pur, normalement se tue en faisant ce genre d'exercice, et là il ne joue qu'avec la flamme d'une chandelle. Le corps physique ne peut pas maintenir un dégagement d'énergie de chandelle, donc d'extase sexuelle, trop longtemps. Il se désintègre, il se détruit.
la psychologie, le cerveau, tout ça s'abîme. Lorsque je parle donc de plaisir dans le phénomène éthérique, c'est un plaisir qui n'est pas parallélisable avec les mots planétaires, parce que l'humain, qu'est-ce qu'il connaît du plaisir? C'est manger une barre de chocolat, c'est rien. Ça, on ne peut pas comparer du tout. Alors, c'est comme de dire que j'ai trouvé du bois qui pourrit en 5 ans. Fait que c'est extraordinaire. Le bois que tu te sers, toi, c'est du boulot, il pourrit en 2 semaines. Alors, ce que j'ai trouvé, c'est génial. Et là, tu me demandes de comparer mon bois à de l'acier inoxydable. Ben, je vais te dire, toi, l'acier, ben, mon bois à moi, l'acier inoxydable, dure 3-4 000 ans. Et si c'est dans ton 5 années, c'est toute la vie que tu connais, 3-4 000 ans, ça ne veut rien dire. C'est comme lorsque je parle de la vitesse de la lumière, ça ne dit rien à l'humain. Si je te dis que la Terre elle a un volume de 1,80 milliard de kilomètres cubiques, c'est le volume de la planète Terre, ben, ça ne dit rien à l'humain non plus. Parce qu'on rentre dans des mesures trop grandes. On parle non pas de centimètres cubes, mais de kilomètres cubiques. On parle d'1,80 milliard de kilomètres cubiques, qui est le volume approximatif de la planète Terre. Ça ne dit rien à l'humain. Et si on parle du Soleil, bien là, on s'en va carrément ailleurs. Si on parle de la galaxie, on expand encore la conscience et le cerveau de l'homme. Sa mémoire est trop petite. Lorsque je parle du plaisir, c'est la même chose. Lorsque le double éthérique est en contact avec l'intelligence extra-créationnelle, avec l'intentionnalité extra-créationnelle, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain, pour la simple raison que le corps humain n'est même pas capable de supporter un 10 millionième de ce phénomène énergétique. Donc, lorsque l'être humain a une bilocation fusionnée, il n'est plus un être humain, il est un extraterrestre, il est de temps en temps un extra-créationnalisé, c'est-à-dire qu'il devient non pas une divinité, du point de vue de l'homme, il peut être une divinité, par contre, il devient un dieu. Une divinité, c'est un Dieu personnalisé par la vision émotive d'un ego. Il y a donc plusieurs divinités. Un Dieu, c'est une mécanique transpersonnelle qui a la capacité d'intentionnaliser les choses et qui reste assujetti quand même à des mécaniques. Donc, un Dieu a la faculté d'intentionnalité tant qu'il n'est pas en contact avec l'extra-créationnalité. Alors, le Dieu reste un phénomène créativé. Le phénomène des dieux, c'est quelque chose qui habite la création. Il y a des dieux de la matière, ceux que nous avons connus pour engendrer nos religions et notre système d'évolution astrale et spirituelle. Il y a des dieux de l'énergie. Il y a des dieux de l'intelligence. Ces dieux, ce ne sont pas des dieux à adorer. On n'a pas à les recouvrir d'or, mais ce sont des phénomènes divins. La divinité, c'est autre chose. La bilocation, donc, entraîne chez l'humain une amnésie totale, par le fait même qu'il est totalement instantané, mais il n'a pas besoin de mémoire, pour la simple raison qu'il est la mémoire. Tu exprimes un état finalitaire dans lequel une personne qui a une conscience, un double éthérique complètement fusionné, son contact est tel qu'il n'y a pas de biologie actuellement humaine qui peuvent supporter ça. Il y a, par exemple, par ailleurs, un individu comme toi qui a des grandes hauteurs à laquelle il atteint dans son niveau de conscience, puis ce qu'on pourrait appeler une constitution de double éthérique. Bon, je t'arrête 2 secondes, et plus. 2 secondes de plus que ce que je vais dire. En ce qui me concerne, une grande partie de mon travail, bon, c'est assez compliqué à expliquer parce que c'est assez compliqué à visionner. Une grande partie de ce qui me constitue est uniquement un véhicule qui doit absorber de la mémoire de l'avenir. Donc, une grande partie de mon temps est occupée à me rappeler. Et une autre partie de ce qui me constitue est de l'instantanéité. Maintenant, cette instantanéité qui descend pour accélérer les corps physiques actuels ainsi que les systèmes neuroniques, endocriniens, etc., biologiquement, la race humaine n'est pas capable encore de former des corps capables d'entrer en contact avec de l'intelligence extra-créationnelle. La structure atomico-biologique aujourd'hui, la biochimie de l'homme, n'est pas capable d'engendrer génétiquement des corps physiques capables de vivre une bilocation. Il n'y a pas sur le plan planétaire, à partir de l'histoire antérieure à l'homme, suffisamment d'informations cellularisées pour permettre une fusion et un contact convenable avec l'intelligence supramentale. Maintenant, pour accélérer les choses, pour catalyser les choses, il y a donc l'intervention de ce que j'appelle des phénomènes melchisédiens. Et je ne suis pas un melchisédèque, par contre, je travaille conjointement avec un phénomène melchisédien, et d'autres personnes ici vont le faire.
D'autres le font, mais ne le savent pas. Et il y a maintenant régurgitation de mémoire de l'avenir à travers la structure atomique actuelle, parce que la mémoire historique n'est pas capable ne donne pas suffisamment d'informations pour donner au corps physique le support atomique et vibratoire nécessaire. Me rappeler dans quel monde je vivais. Mais dans ce monde-là, ça ne veut pas dire que j'étais ça. Je dois me rappeler. Me rappelant, cela amène dans la structure informative de la mémoire corporelle, vitale, astrale et mentale, cela amène de l'information salutaire pour l'ego, parce que, premièrement, le corps physique de l'homme n'est pas encore capable de se passer d'un ego. C'est pourquoi l'évolution supramentale est extrêmement égoïque, même si on doit travailler à l'anégoïsation. L'anégoïsation engendre une diminution du volume de l'ego, mais amène une augmentation du potentiel d'expression de l'ego. La température de surface de l'ego se réchauffe au fur et à mesure que l'ego diminue. Bon, j'ai déjà expliqué, si on prend un charbon ardent, on le met dans un papier d'aluminium, puis qu'on met beaucoup de couches d'aluminium par-dessus, c'est l'ego. Quand on touche à l'aluminium, c'est pas trop chaud. Notre ego n'est pas trop chaud. Quand on ôte l'aluminium, donc quand on s'anégoïse, qu'on diminue le volume de l'ego, on se rapproche du charbon ardent. L'ego est de plus en plus petit, mais de plus en plus chaud. Alors plus on s'anégoïse, plus on devient colérique, plus on devient violent, plus on devient bon. On est mental pour contrebalancer, mais c'est évident que l'humain va devenir plus puissant égoïquement jusqu'au jour où il pourra toucher le charbon ardent, et là, il pourra le démolir, le fusionner, faire quelque chose avec, ou l'expulser. En attendant, il y aura cela. Lorsque l'être humain avance, lorsque moi, je dois me rappeler de l'avenir, cela veut dire que pour mon ego, je dois aller chercher de l'information de la structure mémorielle, non pas du passé, parce que dans le passé, ça ne s'est pas fait, dans l'avenir, dans les futurs possibles, pour venir l'informer que ça se peut, pour lui dire de ne pas s'en faire, pour lui dire qu'il y a ceci, pour l'amener à comprendre que l'intelligence donne cela, là-bas. Si je prends le parallèle dans l'actuel présent ou dans l'histoire de l'homme pour te dire comment l'intelligence peut s'exprimer dans l'homme, dans le système évolutif planétaire de la Terre, il n'y a pas de parallèle. Je ne peux pas prendre Gengis Khan, je ne peux pas prendre Philippe de Macédoine, je ne peux pas prendre l'histoire. Et dans l'actuel présent, je ne peux pas prendre le présent non plus. Alors je m'en vais dans l'avenir et là je vois ce que l'intelligence peut créer. Et là, pour mon ego, c'est quelque chose d'énergisant, d'égoïsant, mais d'une égoïsation qui est en affinité avec la descente de l'intelligence. Donc, d'une égoïsation qui accepte n'importe quand de disparaître. Parce que maintenant, il sait qu'il est entre bonnes mains. Alors, quand il va disparaître, c'est exactement comme si tu es un enfant, tu as 12 ans, et je t'initie aujourd'hui pour que tu deviennes un homme. Tu ne seras plus un enfant après l'initiation. Alors, l'enfant a hâte. Mais une fois que tu es devenu un chasseur, un guerrier, tu n'es plus un enfant. Donc, tu ne joues plus. Mais tu n'as plus le goût de jouer. Donc, par contre, tu vas couvrir les bonnes femmes, ce qu'avant tu ne faisais pas, tu leur faisais des tours. La fille, lorsqu'elle est initiée et qu'elle devient une femme, on va l'autoriser à procréer. Mais avant, on ne l'autorisait pas, mais elle n'avait pas le goût non plus. Et il n'y a pas un homme qui allait violer une fille. Il va sauter sur une femme dans ses tribus. Puis la femme, ça ne la dérange pas trop, parce qu'elle sait très bien qu'une tribu, un peuple, c'est si la femme procrée. Et elle a un corps à procréer, elle n'a pas la conscience de tout comprendre, mais elle ne souffre pas de se faire sauter par n'importe qui. Mais tant qu'elle n'a pas été initiée, il n'y a pas un homme qui va y aller. C'est un enfant, ça ne va même pas dans leur conscience. Alors, quand l'ego finit par comprendre l'idée de l'initiation, il ne souffre plus de se voir taper dedans. En réalité, on tape plus dedans, on tape dans le corps physique, puis on tape dans les parties de l'ego qui n'ont pas compris encore, pour les affiner, pour qu'ils comprennent. Alors, dernièrement, j'expliquais à quelques gens, et puis je le répète ici parce que ça peut me permettre d'aller plus loin. Quand je me rappelle, qu'est-ce que c'est l'intelligence? L'intelligence, c'est quelque chose qui fait que dans un futur possible, le Canada a acheté d'une compagnie extrêmement secrète, d'une société secrète, des armes de guerre. Et cette compagnie extrêmement secrète, c'est une compagnie qui, dans l'avenir, dans le futur possible, est une compagnie que moi je mets en marche. Et cette compagnie, elle fabrique des armes de guerre. Et on décide de l'offrir au Canada parce que le Canada est un pays de paix. Les Américains le peuple américain est la réincarnation du peuple romain. Le Canada est une réincarnation d'un peuple essénien, beaucoup plus pacifique, même s'ils ont la visualisation de contrôler le monde planétaire. Alors, à un moment donné, je vends un sous-marin qui n'a pas de kiosque, un sous-marin qui est extrêmement gros, un sous-marin dans lequel on peut jouer au tennis. Il y aurait même c'est un immense sous-marin.
Mais ce sous-marin, il avance à quelques 200 nœuds sous l'eau. Et donc, un sous-marin conventionnel peut peut-être faire 30, 40 nœuds, ça, vraiment dans le maximum. Celui-là, il va beaucoup plus vite. Il ne fend pas l'eau, c'est-à-dire que lorsqu'il avance, il n'y a pas d'onde. Alors, l'eau traverse le sous-marin, traverse l'eau traverse le sous-marin. Il n'y a pas de vague, il n'y a pas d'onde, il n'y a rien de cela. Et ce sous-marin, lorsqu'il est mis en service, vers la fin des années 90, il va dans l'Arctique et il lance des milliers de torpilles. Parce que, actuellement, l'Union soviétique place un sous-marin nucléaire à l'eau par semaine, alors que le Canada va en acheter 7 à 12 d'ici les 20 prochaines années. Alors, il lance quelques milliers de torpilles. Ces torpilles sont des torpilles engendrées par la technologie de l'intelligence. Les torpilles, ils s'en vont se placer sur la frontière soviéto-canadienne et les attendent. Chaque fois qu'un sous-marin russe traverse, une torpille qui est programmée pour le suivre. Du moment que le sous-marin rentre dans les eaux territoriales canadiennes, la torpille commence à frapper le sous-marin. Et elle ne fait que frapper le sous-marin aux minutes, sans arrêt, 24 heures sur 24. Il n'y a aucun être humain qui peut vivre dans un sous-marin qui se fait taper dedans régulièrement. Alors le sous-marin revient, et lorsqu'il rentre dans les eaux territoriales soviétiques, la torpille le lâche. Alors, la guerre est totalement impossible par les sous-marins, qu'ils soient ce que tu voudras. La torpille peut l'anéantir, le sous-marin, mais elle ne le fait pas, c'est pas nécessaire, lui-même n'est pas capable de supporter cela. Elle tape dedans, bang, bang, à minute, très chronométré. Ça engendre un stress incommensurable pour l'ego, on ne peut pas. Il y a un paquet d'autres armes que la compagnie fournit au Canada, et il y a un paquet d'autres stratégies sur lesquelles on va passer. Dans un avenir possible, tu peux te rendre compte que malgré l'ascension militaire, l'escalade militaire de l'animal humain, une guerre peut être impossible, même si l'humain n'a pas d'intelligence. Par la descente d'intelligence dans une contingence d'humains qui vont arriver à s'unir, à travailler, à créer une société secrète, pas une secte. Une société secrète, c'est autre chose. Une secte, c'est que lorsqu'on colore un livre religieux et qu'on privilégie une forme de divinité particulière. Une société secrète, c'est une société qui ne peut pas être connue parce que les gens ne sont pas à la hauteur de la comprendre. Alors, une société secrète, à un moment donné, peut engendrer une industrie qui fabrique des choses, et technologiquement, cette torpille, elle pourrait être fabriquée, mais elle n'est pas dans la conscience idéologique des militaires, ni des fabricants. Mais elle est totale, elle empêche la guerre. Maintenant, on va parler de missiles que tu lances qui vont détruire notre pays. Cette technologie a aussi inventé des missiles qui ont été répartis partout sur le plan planétaire. Et lorsqu'un missile décolle, immédiatement, il y a un missile qui est caché dans la forêt, qui est caché n'importe où, beaucoup plus petit, qui décolle avec et qui le détruit tout de suite. Alors, tu ne peux pas lancer le missile. Tu peux les garder, les missiles. Tu ne peux pas les lancer. Alors, ce qui fait que la guerre, les égos des animaux humains sont totalement sécures, ils ont tout leur armement, mais ils ne peuvent pas s'en servir. Alors, bon, quand tu fouilles dans les avenirs possibles, quand je me rappelle des choses que j'ai vécues, je me rends compte que l'intelligence a la faculté d'anéantir totalement les probabilités d'anéantissement de l'homme. Maintenant, l'intelligence a besoin d'un allié, l'homme. Mais l'intelligence n'a pas besoin de beaucoup d'alliés. Quand je parle d'homme, je parle du grand H, de l'homme, de la femme et de l'enfant. Mais quand je fouille dans l'avenir pour me rappeler certaines choses, l'ego se voit instruit non pas seulement de la réincarnation historique, mais de réincarnation de l'avenir, qui permettent à la structure égoïque de s'attendre à l'initiation, d'espérer l'initiation, même s'il ne sera pas là pour en parler après. Il sait que c'est parfait. Maintenant. Donc, la phase d'évolution devient extrêmement amusante, elle devient plaisante. Plus le corps physique subit les maltraitements de l'intelligence, de l'évolution ou de l'initiation, moins il en souffre. Parce que finalement, il sait que tu veux devenir un guerrier, un chasseur, moi je te couvre de peinture bleue, fluorescente, avec des petits champignons dedans donc, et je t'envoie dans la forêt. Je te dis maintenant, tu m'as suivi quand j'allais à la chasse, tu m'as suivi quand j'allais à la pêche, tu m'as suivi partout, tu connais les plantes comestibles, les animaux dangereux, et je te bande les yeux, je te transporte jusque loin dans la jungle, je t'abandonne. Tu dois retrouver le village, mais quand tu vas revenir, il faut qu'il n'y ait plus aucune tache de peinture bleue sur ton corps. Et cette peinture bleue-là, elle ne s'en va pas à l'eau. Alors, c'est nécessairement quand la peau aura suffisamment évolué que la peau morte sera tombée, que la peinture va tomber. Ça prend 30 à 60 jours, dépendant des corps physiques. Si tu retrouves le village, tu es un homme. Mais les enfants ont hâte. Il y a encore des tribus qui font ce genre d'initiation. Les enfants ont hâte. Ils peuvent mourir là-dedans. Puis quand il pleut, quand ils se font attaquer, quand ils doivent manger, quand ils doivent jeûner parce qu'ils n'ont rien trouvé, c'est la souffrance. Mais ils s'en foutent. Tous les jours, ils regardent leur peau, être de moins en moins bleue. C'est impeccable. L'avenir permet ça dans l'ego. Le jeune, lui, voit les adultes, donc il connaît l'avenir.
un avenir potentiel, ce qui l'attend. Il voit qu'il a le droit aux femmes, ou qu'il a le droit aux hommes, il voit qu'il a le droit à sa lutte, il voit qu'il a le droit de manger avant les autres, il voit qu'il a le droit de parole, il voit qu'il a le droit du respect. Donc, nécessairement, il voit qu'il gagne dans cette souffrance. Cette souffrance n'est plus une souffrance. Elle devient un plaisir, un jeu. L'évolution devient extrêmement enrichissant, plaisant. Alors, quand ça fait 30 jours, il n'a presque plus de peinture, il ne sait même pas s'il veut rentrer immédiatement ou pas. Alors là, il se dit, si je ramène l'oreille d'un jaguar, ben, je vais même gagner encore mieux quand je vais revenir. Parce que non seulement je vais avoir survécu, mais en plus, je vais avoir tué le roi de la jungle. Ou un aigle, une plume d'aigle royal, dépendant des territoires. Alors là, il n'a même pas hâte, c'est plus ça du tout. Mais tu es un peu comme un aveugle, un voyant parmi des aveugles, dans le sens suivant. C'est l'exemple analogique que je comprends de ce que tu dis, c'est que je regarde un enfant, mettons, qui est subjectif, qui a 5 ans. Moi, comme adulte, j'ai une conscience mentale, j'ai une conscience plus absolue par rapport à la sienne qui est très subjective. Puis je vois toute la saga, toute la trame d'espace-temps qu'il va avoir à vivre jusqu'à l'âge adulte. Mais pour l'enfant, lui, qui est dans sa conscience subjective immédiate, il ne voit que les jeux de blocs Lego qu'il a à manipuler. Toi, comme adulte, à un moment donné, tu peux envoyer, toi, c'est toi qui as la vision, c'est par rapport à nous qui sommes en conscience subjective, les enfants, puis qui n'ont pas accès à cette vision-là, de trame temporelle. C'est que tu peux dire, écoutez, un jour, tu vas conduire un auto, tu vas être riche, tu vas avoir ta maison. Comme l'enfant écoute ça, il dit, là, il va commencer, 5 minutes après, il va dire, quand c'est que je vais avoir ma maison? Parce que pour lui, tu lui as donné une vision, mais il n'y a pas la conscience bilocalisée, mentale, de voir sa trame temporelle. Fait que 2 heures après, il va dire, bon, ben là, ma maison est faite, là, quand c'est que je vais l'avoir, ma vraie maison? Toi, qui a une conscience, qui est capable d'apprécier sa longueur de vie, plus sa situation subjective au moment, tu as de la patience avec lui. Tu dis, ben écoutez, là, c'est le bloc Lego, c'est nécessaire comme construit pour que mentalement, plus tard, tu sois efficace. Puis le problème que tu as, quand tu exprimes ce que tu exprimes là, c'est que toi, tu as accès à une vision. Tu sais, par rapport à mon exemple, tu vois une trame temporelle. Nous, on a une conscience subjective. On n'a pas un point de vue de conscience absolue, de conscience subjective comme toi. Fait que tu as un problème d'efficacité et d'efficience à atteindre dans l'espace-temps subjectif que tu occupes. Tu es confronté à la nécessité de vivre à la fois toi-même avec une conscience subjective et une conscience absolue. Comment est-ce que tu réussis à gérer cet équilibre-là? Là, tu expliques un aspect, c'est que ton ego devient de plus en plus disponible à vivre un processus d'effacement à cause de l'instruction même qu'il reçoit. Mais tu es confronté aussi, à cause de l'énergie que tu dégages, à mobiliser des individus qui sont seulement en conscience subjective alentour de toi. Si tu veux, un adulte qui a plusieurs enfants. Puis tu as quand même quelque chose à réaliser. Tu as un construit. C'est quoi ton problème d'efficacité? C'est-à-dire, l'efficacité, c'est par rapport à un résultat à atteindre face à un objectif. Puis l'efficience, les activités qu'on a pour conduire le résultat. C'est quoi ta problématique auquel tu es confronté dans un contexte comme ça? Bon, premièrement, c'est évident que le parallèle est intéressant. C'est exactement la même chose. L'adulte qui doit éduquer des enfants a les mêmes problèmes que moi par rapport aux adultes. Bon. Et pour éduquer... pour éduquer un enfant, la meilleure chose, c'est que l'enfant n'est pas à l'école, que tu puisses t'en occuper complètement, que l'enfant soit chez vous, que l'enfant sorte avec toi, que l'enfant aille chasser avec toi, que l'enfant aille travailler avec toi, qu'il voit des choses, là, il va apprendre convenablement. Le problème, c'est que l'enfant est souvent dehors, il va à l'école, ce qui fait qu'une partie de ce que le parent donne à l'enfant est diluée à travers le reste. Mais je voudrais juste... Moi, c'est pareil, comme je dis souvent, il faudrait qu'on ait un monastère. Mais disons ceci, c'est que moi, je peux réagir face à l'enfant en me disant... Puisque la mécanicité est parfaite, de toute façon, le social va l'éduquer, l'enfant. Je peux décider de ne pas me sentir missionné à éduquer cet enfant-là. C'est ce que je fais aussi. Mais à ce moment-là, tu pourrais décider d'être parfaitement centré que pour toi-même, tandis que là, tu as beaucoup en tout cas, moi, ce que je perçois dans ton action, un grand souci d'énergiser des individus. Il y a donc un objectif et un enjeu qui t'est d'intérêt personnel, bien personnel, là, entre guillemets, là, pour l'action que tu conduis. Premièrement, comme j'expliquais à un moment donné, si j'ai un doigt qui est gelé, bien, si mon doigt, je veux le réchauffer, si ma main au complet est gelée plutôt, et que je prends le doigt puis que je le mets dans la chaleur, mon petit doigt, ma main au complet n'est pas réchauffée. Donc, ça ne me sert absolument à rien, moi, d'arriver à me réchauffer ou d'arriver à quelque chose de particulier si le reste du même faisceau reste au froid.
C'est ridicule. Alors, le doigt, s'il arrive au chaud, il va commencer à traîner le reste de la main parce que sa chaleur, elle réchauffe le reste, mais c'est une connerie. Si toute la main est à chaleur, on règle le problème. De ce fait, il a effectivement un attrait personnel, il y a un intérêt personnel au petit doigt de traîner la main. Étant donné qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses, il y a le phénomène de l'écosystème. Dans combien d'années? J'ai une idée de l'approximation de la quantité d'années, mais ça prend un laps de temps. Moi, je suis confiné à vivre pendant un grand laps de temps à travers un monde d'animaux. Cela veut dire que plus je peux instruire et dresser certains autres, là, mais instruire certains animaux qui ont un potentiel d'être humain, plus cela devient intéressant parce que au centre, il peut y avoir moi. Au centre, il peut y avoir aussi d'autres. Autour, il y a les moins pires. Autour, il y a les moins pires. Autour, il y a les un peu plus pires. Mais ceux-là ne me touchent jamais. Ils touchent ceux qui sont capables de les supporter. Eux autres viennent voir ceux-là. Eux autres viennent voir ceux-là. Moi, je peux travailler avec ceux-là. Je peux plus avec ceux-là. Mais quand même, je peux avec ceux-là. Donc, je délègue. Et finalement, il y a les animaux. Alors, il y a celui qui a besoin d'une mission. Alors, un jour, je lui donnerai une mission. Lui va s'occuper de tous ceux qui ont besoin d'un maître, d'un messie. Alors, lui va s'en occuper. Fait que tous ces individus-là ne viendront pas me voir. J'aurai la paix. Puis celui-là, il peut venir me voir, il tête pas trop. Ben non, il tête beaucoup aussi, pas trop. Je place quelqu'un d'autre entre lui et moi. Jusqu'à un moment donné où il y a des individus avec qui ne seront pas entre moi et quelque chose d'autre, qui vont être dans la même situation que moi. Mais on pourra vivre ensemble. Ce sera l'accumulation de différents faisceaux de toute façon. Après ça, il y aura une bifurcation de ces faisceaux-là vers les animaux, jusqu'aux animaux de classe inférieure, dans le règne humain. Mais qui dit capacité de conscience localisée à un niveau extraterrestre, là, peut impliquer aussi interlocuteur. Tu as déjà fait allusion à une entité galactique, au centre de la galaxie, auquel nous avons un référentiel énergétique. Est-ce que cette entité-là est purement existentielle? Nous, on est expérientiel dans le contexte planétaire. Est-ce qu'elle est existentielle, cette entité-là? Elle est expérientielle et existentielle, mais l'expérience qu'elle vit est une expérience qui n'a rien à voir avec ce que nous vivons nous autres. Elle a un facteur de mémorisation. Elle n'est pas instantanée. Donc, elle est très personnelle, elle n'est pas personnalisée. Donc, son facteur d'expérience n'est pas le même que le nôtre. Nous avons une expérience qui nous permet de nous créer une personnalité. Alors, elle est très personnelle, c'est-à-dire qu'elle a un potentiel à être personnalisée. Elle peut se personnaliser, mais ça prend beaucoup plus d'années. Ça prend quelques centaines de milliards d'années de plus qu'un être humain. Alors, elle est très personnelle, elle est expérientielle et elle est effectivement existentielle. Mais par rapport à nous, elle est totalement existentielle. Voilà. À cause de l'échelle. Quelle différence qu'il y a, pour passer juste rapidement là-dessus, entre une personnalité super personnalisée, pré-personnalisée, personnalisée? Voilà. Une pré-personnalisée, c'est une personnalité comme l'enfant qui vient au monde ou l'enfant qui ne sait pas encore qu'il a le jeu, mais qui de toute façon est sur une trame qui va l'amener à se personnaliser. Le personnalisé est celui qui a maintenant un ego, celui qui a une confrontation entre lui et la vie, donc entre l'ego et l'extérieur, entre ce qu'il veut et ce qu'il aurait voulu, et etc. Il est personnalisé, il peut souffrir. Le super personnalisé, c'est celui qui a un ego qui l'empêche totalement de vivre. C'est-à-dire qu'il a un ego qui centre le monde vers lui. Le supra-personnalisé est celui qui a une fusion de l'ego, c'est-à-dire qu'il a eu une personnalité et maintenant il a été fusionné avec de l'instantanéité. Et cette supra-personnalité est une mécanique qui n'a plus d'ego. Donc c'est supra-personnalisé, mais parce que ça est passé par la phase de la personnalisation, c'est du point de vue de l'expression la même saveur que le pré-personnalisé, avec comme énergie l'énergie que le pré-personnalisé n'a absolument pas. Or, si on fait un parallèle, c'est comme un être humain qui commence à pratiquer du karaté et qui, avant de pratiquer le karaté, ben pour lui, un coup de poing, c'était un coup de poing. Quand il commence à pratiquer le karaté, il découvre un paquet de choses par son coup de poing. Pour lui, un coup de poing, c'est beaucoup plus qu'un coup de poing. Et maintenant qu'il est un maître, ben un coup de poing, c'est un coup de poing, comme il pensait avant. Mais il y a une nuance pareille. Alors, c'est un peu la même chose. La supra-personnalisation, c'est ce qui attend l'humain, c'est ce qui m'attend. La pré-personnalisation, c'est l'être avant de devenir un animal humain. La personnalisation, c'est nécessairement ce qui attend celui-là. C'est l'humain. Pour l'entité qui est existentielle, avec des traces de personnalisation, mais à une échelle qui est hors contexte humain. Quand tu parles, toi, que tu as un niveau de conscience bouddhique,
par rapport à un niveau de conscience supramentale, que tu as la possibilité de cheminer dans le monde supramental, éventuellement dans une direction souhaitée ou voulue, et aller à un niveau de conscience bouddhique, c'est que tu as une bilocalisation extragalactique potentielle à ce moment-là. Oui, moi, ce que j'ai, c'est que le gros de mes problèmes, c'est que je suis l'expression d'un paquet de phénomènes. Ce que n'est pas l'humain. L'humain est l'expression réincarnationnelle du passé, l'humain est l'expression réincarnationnelle de sa génétique, l'humain est approximativement 500 générations réincarnées chez lui. Mais cela est une trame. Moi, je suis l'accumulation de phénomènes bouddhiques, je suis l'accumulation de phénomènes intentionnels, je suis l'accumulation de phénomènes supramentaux, je suis la réincarnation du passé comme l'humain, je suis aussi la réincarnation de l'avenir. Et j'ai un contact fusionnel, la fusion n'est pas complétée, j'ai un contact fusionnel bilocalisé avec le phénomène extra-créationnel. C'est ce qui fait que de plus en plus, je peux en parler de ce qui se passe de l'autre côté. Alors, on a des personnalités qui ont vécu comme Krishnamurti, comme Aurobindo et comme d'autres personnes qui vivent encore aujourd'hui, qui ne sont pas aussi complexes que ce que je suis. C'est-à-dire qu'ils sont plus facilement capables de se retrouver, de prétendre ce qu'ils sont, pour la simple raison qu'ils n'ont pas une trame, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas un vecteur qui part d'un point et qui va vers le passé comme l'homme, mais ils deviennent une droite qui passe par le point, mais qui va autant vers l'avenir que vers le passé, c'est-à-dire qu'il va autant dans une direction que dans l'autre, alors que l'humain est un vecteur qui part d'un point pour l'instant et qui va dans le passé, c'est-à-dire que l'humain n'est pas encore un vecteur totalement droit qui passe par un point. Il s'arrête à ce point, et la conscience actuelle de l'homme aujourd'hui est ce point. Ce point avance sur une droite en créant la droite. Tu me suis? Tandis que la majorité des personnalités qui sont des antennes supramentales, qui ont été ou qui le sont aujourd'hui, 100%, sauf moi, sont des phénomènes vectoriels totaux, c'est-à-dire qu'ils passent par le point de l'humanité, mais ils ne créent pas le chemin sur lequel ils passent. Ils doivent trouver leur chemin, s'orienter pour cesser de le créer, et lorsqu'ils trouvent leur canal, ils n'ont qu'à cheminer dedans, donc le monde devient facile. Moi, je suis le point focal d'un paquet de phénomènes énergétiques. Donc, il y a un faisceau, un vecteur bouddhique, un vecteur intentionnel, un vecteur extra-créationnel, un vecteur du futur, un vecteur de 2 ou 3 futurs possibles qui se réunissent toutes dans un futur possible. Il y a un vecteur, évidemment, qui vient du passé, et il y a des vecteurs qui proviennent de mondes parallèles. Et à travers tout cela au complet, ces vecteurs-là viennent chez moi et s'unissent. Ce qui fait que je suis péniblement incapable de tout à fait définir. Quand on me dit, quand on me pose la question, qu'est-ce que, comme souvent, de plus en plus, les gens qui se réchauffent me posent comme question, c'est pourquoi as-tu besoin de nous? Qu'est-ce que tu fous avec nous autres? Parce que finalement, tout seul ou en gang, c'est pareil. Fait que qu'est-ce que tu as à perdre ton temps avec nous autres? C'est qu'il y a à travers les vecteurs qui coïncident où je suis, il y a des vecteurs qui traversent certains individus. Et présentement, qu'est-ce que je fais? La seule réponse que je peux donner, c'est que je m'occupe. Je passe mon temps. En attendant un temps particulier. Ou en attendant un temps que mon heure vienne, mais ce n'est pas une heure, c'est un temps. Et c'est ce qui complique énormément les choses, quoiqu'en même temps, ça permet d'amener comme information, dans l'information astrale de notre planète, une trame d'information qui n'est pas amenable par d'autres. Alors, étant donné que j'ai beaucoup plus de trames de vecteurs qui proviennent du passé, de différents passés, la majorité des humains soutiennent dans leur génétique réincarnationnelle à peu près 500 générations. Moi, j'en contiens beaucoup plus que cela. Et nécessairement, cela problématise énormément l'ajustement par rapport à ce que l'humain devrait s'attendre normalement de ce que je devrais être. Je suis très jeune, je suis très vieux, je suis toujours un peu foufou, je suis un roi défroqué total, je suis un immense monarque neutre, je suis un génie, je suis un extraterrestre, je suis un être humain conventionnel, et je suis d'autres choses. Et l'alliance de tout cela crée une espèce de folie qui n'est pas folle, c'est-à-dire que dans la conscience, du point de vue de l'humain, l'humain qui aurait à vivre cela, lui, serait fou. Bon. Et moi, ça me plaît pas, mais ça me crée du plaisir. C'est intéressant. J'attends. Et qu'est-ce que je fais avec l'humain? J'attends avec l'humain. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui se passe. Les avenirs possibles, il y en a plein d'avenirs possibles pour l'humanité. Si j'arrive à déterminer quel est mon chemin dans l'avenir, je pourrais alors dire à beaucoup d'humains quel est leur chemin.
La problématique, c'est qu'étant donné qu'il y a plusieurs vecteurs qui s'unissent ensemble, j'ai une conscience qui me permet de savoir où je vais, ce qui va arriver, mais je n'ai pas encore l'intentionnalité appliquée pour pouvoir orchestrer la chose. C'est-à-dire, l'intentionnalité chez l'homme peut s'exprimer, elle va s'exprimer de plus en plus d'ici les 20 prochaines années. Il y a des êtres humains qui auront la faculté de bouger le monde, qui auront la faculté d'intentionnaliser des choses, c'est-à-dire de contrôler l'avenir. Et je ne me tirerai pas, j'en ai parlé aussi dans une conférence dernièrement, pendant une vingtaine d'années. Plus il y a d'humains qui vont être capables de contrôler l'avenir par sécrétion sur des trames d'avenir possibles qu'ils se refusent de vivre, plus l'avenir sera tangentiel vers eux. Si moi je peux faire cela mieux que toi, tu deviendras mon esclave. Parce que tu ne pourras t'occuper que des avenirs que j'aurai ignorés. Mais si j'arrive à englober une quantité astronomique d'avenirs, si je les ai englobés avant toi, tu ne peux plus rien faire. Tu vas essayer de voir un futur possible, tu vas essayer de sécréter dedans, mais tu ne pourras pas sécréter dedans. Je l'aurais choisi, tu ne pourras pas l'empêcher. Pendant les 20 prochaines années, il y a des supramentalisations humaines qui vont permettre à certains individus qui seront capables de pratiquer des techniques de l'écœurement avancé, de l'écœurement contrôlé, techniques de sécrétion sur des trames possibles, techniques de travail par rapport à la préscience et à la destruction de futurs possibles, techniques à travers la sélection de futurs possibles pour pouvoir tout faire pour ne pas aller là où on doit aller et pour pouvoir tout faire pour aller là où on ne doit pas aller, en sécrétant de façon à aller là où on doit aller, parce qu'on a sécrété, parce qu'on ne voulait pas y aller, et de façon à ne pas aller là où on ne veut pas aller, parce qu'on a travaillé de toutes nos forces pour y aller. Lorsque cela sera compris, ces humains-là, moi j'en parle, je suis le premier sur la planète à en parler, donc il y a des chances que j'arrive à quelque chose avec ça. Eh bien, ceux-là vont enligner la trame totale de l'avenir de l'humain. Une chose certaine, c'est que si des contingences suprapuissantes viennent travailler contre, ces humains-là vont enligner un avenir possible et ils vont devoir s'échapper de l'évolution de la planète. Alors, ils seront extraterrestrement sortis, sauvés. Ils se sauveront eux-mêmes. Le travail de l'intentionnalité, c'est cela. Pendant les 20 prochaines années, on a la possibilité de commencer, disons, il reste un peu moins que 20 années, mais quand même, on a le potentiel de changer le monde, de changer l'avenir. Pas avec des prières. Surtout que la prière travaille contre. Ceux qui prient changent le monde. Il y a une mécanique, mais c'est évident que l'idée d'une société secrète, c'est une société secrète qui doit faire le travail. Mais une société secrète, ce n'est pas n'importe qui peut faire partie d'une société secrète. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des animaux humains qui veulent faire partie de certaines choses à cause que leur ego veut l'embarquer dans le bon bateau. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que sur ce bateau-là, à 6 heures du matin, on se lève toujours pour faire une pratique de feu, d'exercice de feu. Ah, puis là, eux autres, ils trouvent ça écœurant, puis là, ils pensaient pas que ci, puis que ça, puis ça n'a rien à voir avec le bateau, on s'en va en Polynésie. Alors, pourquoi qu'on fait un exercice de feu tous les matins? C'est totalement idiot. Ben, on fait un exercice de feu tous les matins, on fait un exercice de feu tous les matins. Ah, c'est ça. Là, après ça, eux autres, ils embarquent dans un petit bateau, ils font une mutinerie. Là, c'est là qu'une secte commence. Et puis là, ils embarquent dans le petit bateau, puis eux autres, ils n'en font pas d'exercice de feu. L'exercice de feu servait à rien, sauf à éliminer ceux qui n'ont pas d'affaires. Mais comment peut-on avoir une vision aussi perspicace ou puissante de futur et ne pas avoir la même sagacité de vision dans le choix des détails insignifiants du présent? Pour la simple raison que ces détails sont insignifiants. Sauf que le problème de l'efficacité, de l'efficience devient, pour un observateur extérieur, un questionnement. Oui, mais c'est faux. Parce que, bon, je vais t'expliquer que je suis un roi défroqué. Pas déchu, défroqué. Défroqué. Total. Et c'est la seule chose qui a nui dans l'avenir, comme dans le passé, à ma position sociale. Position hiérarchique. Parce que je n'ai jamais cru, je n'ai jamais plus pu croire que l'onde de forme était absolue. L'onde de forme, elle a une efficacité d'outil.
elle n'est pas absolue. Et tous ceux avec qui j'ai vécu, avec qui j'ai travaillé, ont toujours prétendu que l'onde de forme était absolue. C'est-à-dire qu'eux étaient soutenus dans leurs énergies par l'onde de forme. Alors que moi, je prétends qu'on peut se servir de l'onde de forme pour se former, et on doit digérer, cellulariser ce qu'on a formé, et l'onde de forme n'est plus par la suite le support. Si je rencontre quelqu'un qui a besoin de l'onde de forme, je l'aurai. Mais à un moment donné, je suis invité par une hiérarchie extrêmement grande, et pour être totalement dans l'efficacité de l'événement, je ne dois pas m'assujettir à leur onde de forme, donc être classique comme eux. Alors, je vais arriver dans des vêtements qui sont des vêtements qui ne vont pas avec le décorum de la place. Parce que, si je ne le savais pas, maintenant je le sais parce que je le dis, si j'arrive dans leur même décorum, je serai confiné dans les mêmes limites. J'arrive dans un décorum qui me vibre sur le moment, et là, ça fait partie des petits détails insignifiants qui fait que moi, je ne m'occupe pas. Mais je peux dire à la personne, si tu veux que je te réponde, pour me comprendre, viens habiller de telle façon. Et là, moi,